Ne me touche pas avec tes mains sales, mon ami. L'homme rit en poussant Auguste Valois devant la gare. Jusqu'à hier, il possédait la moitié de la ville. Il ne savait pas que 2 petites filles avec un cahier étaient sur le point de changer son destin. Le banc en bois craqua lorsqu'Auguste Valois s'y laissa tomber. Son costume, le même qu'il avait porté pour la signature du plus grand contrat de sa vie 3 matins plus tôt, était maintenant taché d'huile, de poussière et de quelque chose de plus sombre qu'il préférait ne pas nommer. Ses mains tremblaient, non pas de froid. Devant lui, la gare centrale rugissait de son mouvement éternel. Des tramways traversant les pavés, des pas, des valises, des centaines de personnes qui passaient sans le voir. Personne ne s'arrêtait, personne ne demandait. Pour le monde, Auguste Valois n'existait plus. Il ferma les yeux. Un instant, il sentit l'odeur du cuir neuf et du café fraîchement moulu. L'arôme de son bureau, qui n'était plus le sien, le fit les rouvrir. Il n'y avait que des pavés gris et une colombe mangeant des miettes à ses pieds. Auguste Valois, président du groupe Valois, associé, répéta-t-il à voix basse, comme si prononcer son propre nom pouvait lui rendre quelque chose. Cela ne lui rendit rien. Il porta sa main à sa poche intérieure. Sa montre en or était toujours là. Il l'avait reçue il y a des années de son père, qui l'avait reçue du sien. Une petite fortune sur le marché, disaient les experts. Maintenant, assis sur ce banc, ce n'était rien de plus qu'un morceau de métal qu'il ne pouvait échanger contre un café. « Excusez-moi, une pièce ». Une voix fatiguée s'approcha. Auguste leva les yeux. Un vieil homme avec une veste usée lui tendait une tasse vide. Le vieil homme le regarda. Il le regarda vraiment. Il le regarda attentivement et passa son chemin sans rien lui demander. C'est là qu'Auguste comprit la profondeur réelle de sa chute. Même ceux qui demandaient ne lui demandaient plus rien. Un rire perça l'air. Ce n'est pas possible. Auguste, c'est toi? Le corps d'Auguste se tendit avant que son esprit ne puisse traiter la voix. Il la connaissait. Il la connaissait trop bien. Frédéric Larcher s'avança vers le banc avec ce sourire qu'Auguste avait confondu pendant des années avec de la loyauté. Costume italien impeccable, montre neuve au poignet, cheveux lissés en arrière, comme si rien au monde ne pouvait les décoiffer. Et à ses côtés, bras dessus, bras dessous, riant doucement d'une blague récente, Camille Dubois, la femme d'Auguste, ou celle qui avait été la femme d'Auguste jusqu'à 2 nuits auparavant. « Camille », murmura-t-il. Le mot lui brûla la langue. Elle le regarda comme on regarde un inconnu dans la rue. Ni haine, ni pitié, juste de l'embarras. « Frédéric, continuons », lui murmura-t-elle. « Nous allons être en retard pour le déjeuner. » Mais Frédéric ne bougea pas. Il sortit son téléphone de sa poche, le pointa. « Attends, Camille. Le monde doit voir ça. » Il sourit, montrant ses dents. Le grand Auguste Valois, l'homme qui me disait que sans lui je n'étais rien. « Regarde-toi maintenant, mon ami. Regarde-toi, simplement. Frédéric, ça suffit. » La voix d'Auguste était rauque, à peine reconnaissable. « Ça suffit. » Frédéric éclata d'un rire clair. « Combien de fois m'as-tu dit « Ça suffit » quand je te demandais de m'écouter? Combien de fois m'as-tu fait taire devant le conseil d'administration? Tu te souviens? Moi, je me souviens, Auguste. Je me souviens de chacune. Quelques passants commencèrent à s'arrêter, d'autres sortirent aussi leur téléphone. 3 ou 4 adolescents formèrent un demi-cercle à quelques pas. « C'est Valois !» entendit-il murmurer l'un. « Celui des nouvelles d'hier, celui qui a tout perdu. Le même. Ils l'ont viré du conseil. Sa femme l'a quitté la même nuit. » Auguste baissa la tête, non par honte, mais par quelque chose de pire, par la confirmation que plus rien n'était privé, plus rien ne lui appartenait, plus rien ne le protégerait. Frédéric s'accroupit devant lui, assez près pour que le téléphone puisse capter les 2 visages. « Je te l'ai dit, Auguste, je te l'ai dit 1000 fois. Sans Larcher, il n'y a pas de Valois. Tu as cru que le génie, c'était toi. Et regarde-toi, assis sur un banc avec des taches sur ta veste. Tu sais quoi? Je vais faire quelque chose de bien pour toi. » Il sortit une pièce de sa poche, une seule. Il la laissa tomber par terre près de la chaussure usée d'Auguste. La pièce rebondit 2 fois sur les pavés. « Pour ton café », dit Frédéric en se levant. « Profite du reste de la journée, mon ami. » Camille s'éloignait déjà sans se retourner. Frédéric la suivit, lui montrant la vidéo enregistrée, les 2 riant. Quelques curieux les suivirent, avides de savoir qui était ce millionnaire déchu. Un adolescent passa devant le banc et, sans s'arrêter, filma le visage d'Auguste. Un autre lui dit « Quelle tristesse pour vous, monsieur », et passa son chemin. Une jeune femme s'approcha juste pour prendre une photo avec lui en arrière-plan et s'en alla en riant avec son ami. Auguste Valois, qui 3 nuits plus tôt signait des contrats à 9 chiffres, resta seul sur le banc, regardant cette pièce par terre. Il ne la ramassa pas, non par orgueil, mais par quelque chose de plus profond. La ramasser aurait été accepté que c'était la nouvelle mesure de sa valeur. Il ferma les yeux à nouveau. Cette fois, il se permit de mal respirer, profondément et mal,
comme si quelque chose dans sa poitrine s'était brisé en silence. Les hommes tombent. Ce qui compte, c'est qu'ils s'approchent quand ils sont à terre. Jusqu'à ce matin, Auguste Valois avait cru que cette pensée n'était qu'une jolie phrase. Il était sur le point de découvrir que c'était la seule vérité. « Monsieur ?» La voix était petite, si petite qu'au début, Auguste crut l'imaginer. « Monsieur, vous êtes triste ?» Il ouvrit les yeux. Devant lui se tenait une petite fille aux boucles lâches et une petite barrette dans les cheveux. Elle le regardait avec ses yeux immenses que seuls les enfants ont quand ils ne savent pas encore que le monde se brise. À ses côtés, une autre, identique. Même robe, même barrette, même regard. Les jumelles étaient très petites, se tenant la main, l'une un peu plus grande que l'autre, l'une plus silencieuse, l'autre serrant contre sa poitrine un cahier bleu usé, couvert de rubans adhésifs, avec les coins pliés à force d'avoir été ouverts et fermés. « Je vais bien, mes petites », réussit à dire Auguste. Sa voix était brisée. « Allez avec votre maman, s'il vous plaît. »« Mais il pleure, » dit la première en penchant la tête. « Je ne pleure pas. »« Si, il pleure. » Insista la seconde avec cette gentille obstination que seuls les enfants honnêtes possèdent. Maman dit que quand quelqu'un a les yeux si brillants, il pleure à l'intérieur. Auguste sentit que quelque chose qui était endurci en lui bien avant sa chute, commençait à se briser réellement. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, plus pour arrêter le tremblement dans sa gorge que par curiosité. « Je suis Valérie » dit celle avec le cahier. « Moi, Victoire » dit l'autre. « Mais tout le monde nous confond » ajouta Valérie. « Maman jamais » corrigea Victoire. « Maman sait toujours » Les deux hochèrent la tête en même temps avec la même gravité. Auguste, sans s'en rendre compte, sourit pour la première fois en 72 heures. Ce fut un petit sourire, fragile, presque une crampe, mais ce fut un sourire. Valérie, celle avec le cahier, fit un pas en avant, mit une main dans la poche de sa robe et en sortit quelque chose. Un bonbon à la fraise à l'emballage un peu froissé. « Tenez, pour que vous ne soyez plus triste. » Auguste regarda le bonbon, puis la petite fille, puis le bonbon à nouveau. Jusqu'à ce matin, son monde était fait de chiffres à 9 chiffres, de contrats blindés et de signatures qui ouvraient des coffres forts. Ce matin, une petite fille lui offrait un bonbon à la fraise parce qu'elle pensait qu'il était triste. C'était de loin la chose la plus précieuse que quelqu'un lui ait donnée de toute sa vie. Il lui fallut un instant entier pour pouvoir tendre la main et le prendre. Quand il le fit, ses doigts effleurèrent ceux de Valérie, petits, chauds, légèrement collants. « Merci » murmura-t-il. « Merci, Valérie. »« Si vous ne me remerciez pas moi » protesta Victoire en fronçant les sourcils. « À toi aussi, Victoire, merci. C'est juste que le bonbon était à nous deux » expliqua Victoire, déjà plus satisfaite. « On allait le partager, mais vous êtes plus triste que nous. Mes petites. » La voix qui coupa l'air maintenant n'était pas cruelle. C'était une voix de femme, de mère, et elle portait en elle tous les tons de la peur maternelle quand un enfant s'éloigne dans un lieu public. « Valérie, Victoire, venez ici tout de suite. » Une femme courait vers le banc. Uniforme d'entretien, mains rouges d'eau froide, cheveux attachés à la hâte, peau fatiguée de celle qui commence sa journée bien avant les autres. Les deux petites se retournèrent immédiatement et dirent ensemble, avec l'innocence parfaite de celle qui ne comprend pas le problème, « Maman, on ne lui a rien fait, on lui a juste donné un bonbon. » La mère arriva au banc, respirant vite, elle prit la main de chaque jumelle avec ses deux mains, une de chaque côté, les protégeant de tout son corps. C'est seulement alors qu'elle leva les yeux pour regarder l'homme sur le banc et resta immobile. Auguste la regarda aussi. Un instant, la femme ne respira pas. Sa main se tendit sur l'épaule de Victoire. Quelque chose dans ses yeux fut secoué, comme lorsqu'un vent fort traverse l'intérieur d'une maison fermée. « Excusez-moi, monsieur » dit-elle finalement en baissant le regard. « Les petites ne voulaient pas vous déranger. »« Elles ne m'ont pas dérangé » répondit Auguste d'une voix toujours rauque. Il y eut un silence. Trop de silence. La femme tarda une seconde de plus à le regarder. Une seule seconde, mais cette seconde en dit plus que n'importe quel mot. « Venez, mes amours. Maman doit retourner au travail. »« Mais maman, » commença Valérie. « Maintenant, ma chérie, s'il te plaît. » La mère fit demi-tour, tirant doucement leurs petites mains. Les jumelles la suivirent sans discuter, mais Valérie se retourna une dernière fois. Elle tenait le cahier bleu contre sa poitrine. Elle le leva un peu, comme pour le montrer, comme pour lui dire au revoir avec. « Maman, » dit-elle soudain en s'arrêtant. « Maman, c'est lui, celui du dessin. » La mère se figea au milieu d'un pas. « Comment dis-tu, ma vie ?»« Celui du dessin, maman. Celui que papa a dessiné. » Victoire acquiesça derrière avec la même gravité qu'avant. « C'est lui, maman. C'est le même visage. » La femme en uniforme d'entretien ferma les yeux une seconde, une seule. Quand elle les rouvrit, son visage était durci par quelque chose qui n'était pas de la colère. C'était de la peur, mais une peur profonde, ancienne, qu'elle connaissait bien, et qui était maintenant assise juste en face d'elle, sur un banc avec des taches sur sa veste. « Allons-y, dit-elle presque sans voix. Allons-y, les petites. »
Elle tira les deux en même temps et les éloigna rapidement. Mais Valérie, dans la précipitation, trébucha. Le cahier bleu lui échappa des bras. Il tomba sur les pavés, ouvert, montrant ce qu'il contenait. « Mon cahier. Après, ma chérie, je t'en achèterai un autre. Mais il est à papa. » J'ai dit après. La mère l'emporta presque en la portant. Victoire regarda Auguste par-dessus son épaule et bougea les lèvres sans un son. « Je suis désolé. » Et elles disparurent dans la foule. Le cahier resta par terre, ouvert. Auguste Valois, respirant différemment, se leva du banc. Cela lui coûta. Ses jambes lui faisaient mal comme s'il n'avait pas bougé depuis des siècles. Il fit les 3 pas qui le séparaient du cahier et se pencha pour le ramasser. La page ouverte contenait un dessin fait au crayon, de la main ferme d'un adulte qui savait dessiner. Un homme en costume et cravate, le visage rond, les yeux fatigués, le visage d'Auguste. Sous le dessin, en petits caractères soignés, quelqu'un avait écrit « L'homme qui m'a sauvé la vie ». Un jour, mes filles le remercieront pour moi. Et sous la phrase, une date écrite avec soin, une date qu'Auguste Valois reconnut instantanément. C'était la date de cette aube, il y a de nombreuses années, où un jeune homme inconnu avait frappé à sa porte pour demander du travail. Seules 2 personnes au monde auraient dû connaître cette date exacte. L'une était lui. L'autre avait disparu sans laisser de traces il y a des années. Personne n'avait plus eu de nouvelles, ni une lettre, ni un appel, rien. Ses mains commencèrent à trembler réellement. Non pas de froid, non pas de faim, mais de quelque chose de beaucoup plus ancien. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Il tourna la page, et une autre, et une autre. Il y avait d'autres dessins, d'autres phrases. L'une d'elles, écrite dans la marge avec la même écriture soignée, ne contenait que 5 mots. « S'il m'arrive quelque chose, Larcher ». Auguste sentit les pavés bouger sous ses pieds. Il leva les yeux vers la foule. Il chercha parmi les gens. Il vit l'uniforme d'entretien s'éloigner vers l'entrée latérale de la gare, les 2 petites trottant pour rattraper leur mère. Jusqu'à il y a 5 minutes, Auguste Valois croyait avoir tout perdu dans sa vie. Il venait de découvrir qu'il ignorait depuis des années ce qu'il avait vraiment perdu. Auguste se leva avec maladresse. Ses os lui pesaient, mais il tenait le cahier des 2 mains, comme quelqu'un qui tient la seule piste qui lui reste dans la vie. Il marcha vers l'entrée latérale. Toute la gare sentait le café bon marché et le métal froid. Les gens le regardaient avec ce mélange de pitié rapide et de hâte plus forte. Personne ne s'arrêtait. « Attendez » murmura-t-il. « S'il vous plaît, attendez. » Mais la femme en uniforme avait déjà disparu dans l'un des couloirs de service. Ces couloirs que les gens ordinaires ne remarquent pas, ceux qui sont derrière les portes que personne n'utilise. Auguste entra sans permission. Un fonctionnaire le vit. Il lui cria quelque chose. Auguste n'entendit pas. Il marchait, le cahier serré contre sa poitrine, comme si c'était une pièce petite et sacrée qui pouvait se briser s'il la lâchait. Il passa devant une pièce de service, un chariot de nettoyage vide. La femme n'était pas là. Il passa un autre couloir, un autre, et alors il entendit la voix. « Maman, mais pourquoi courons-nous » C'était Victoire. Auguste la reconnut tout de suite. Parce que maman a dit « Ma chérie, écoute bien, ne parlez plus jamais à des inconnus. Vous avez compris ? S'il vous plaît, regardez-moi. Jamais. » Les voix venaient d'une petite pièce au fond, une porte entr'ouverte. Auguste s'approcha lentement. La femme était agenouillée devant ses 2 filles, réajustant une barrette tordue à Valérie, les mains rouges, le visage fatigué. Les petites acquiesçaient avec cette gravité enfantine plus profonde que n'importe quel serment. Auguste resta debout à la porte. « Madame » dit-il d'une voix brisée. Elle se leva comme si elle avait entendu un coup de tonnerre. Elle se plaça entre Auguste et les petites, les 2 mains tendues en arrière, les protégeant. « Sortez d'ici » dit-elle. La voix était basse, mais la voix était de fer. « Sortez maintenant, je voulais juste vous rendre ceci. » Auguste leva le cahier. « Votre fille l'a laissé tomber. Laissez-le là et partez. »« Madame, s'il vous plaît, j'ai dit partez. » Ses mains tremblaient. « S'il vous plaît, ne vous approchez pas plus. » Auguste posa le cahier sur une vieille chaise près de la porte. Les jumelles le regardaient de derrière les jambes de leur mère. Valérie sortit la tête, leva une petite main comme pour dire « Rebonjour ». La mère la tira doucement en arrière. « Ce dessin » murmura Auguste. « Ce dessin, c'est moi. » Elle ferma les yeux un instant. Quand elle les ouvrit, il n'y avait pas de rage dans ses yeux. Il y avait de la peur, une peur fatiguée, ancienne, qu'elle avait appris à porter comme on porte un sac lourd tous les jours. « S'il vous plaît, » dit-elle, presque en suppliant maintenant. « S'il vous plaît, ne les mêlez pas à cela. Ce sont des enfants. Ce ne sont que des enfants. Les mêler à quoi, madame ?» Elle ouvrit la bouche, la referma, porta une main à son front, prit une grande inspiration. « À tout ce que vous faites ici, » dit-elle. « À tout ce que vous êtes venu chercher. Je n'ai rien à voir. Mes filles n'ont rien à voir. Je travaille, je nettoie, et je rentre chez moi.
rien de plus. Je ne cherche rien, madame. Je juste, Caron. La voix qui coupa la conversation venait du couloir, lourde, froide. Une femme apparut sur le seuil, veste grise de superviseur, badge accroché au cou, visage sec de celle qui a fait de la dureté un métier. Caron. Yolande se recroquevilla avant de se retourner. Oui, madame Dupont. Que fait ce monsieur dans l'air de service? Non, madame Dupont. Vous discutez avec des clients pendant les heures de travail? Encore une fois, je dois vous expliquer les règles? Non, madame Dupont, ce n'est pas. Et vous avez les enfants ici, Caron? Je vous ai dit la semaine dernière, les enfants n'entrent pas dans les zones de service. Nous en avons déjà parlé. Les jumelles se serrèrent l'une contre l'autre. Victoire suça son pouce, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Valérie regardait le sol. Madame Dupont, je n'avais personne pour les garder aujourd'hui. Ma voisine est tombée malade. Ce n'est pas mon problème, Caron. Mon problème, c'est que vous êtes ici pour travailler, et si vous ne pouvez pas, il y a 100 femmes dehors qui attendent. Auguste sentit quelque chose monter de son estomac à sa gorge. Ce n'était pas de la faim, c'était autre chose. Quelque chose qu'il ne se souvenait pas avoir jamais ressenti. La rage de voir une petite cruauté gratuite, domestique. « Excusez-moi, madame. Et vous ?» Hortense se tourna vers lui comme si elle venait de le voir. « Vous sortez d'ici. C'est une zone restreinte. Les passagers n'entrent pas. » Elle le regarda de haut en bas. La veste tachée, les chaussures sans cirage, la barbe de 3 jours. « Et nous avons bien assez avec ceux qui dorment dehors, les têtes, quelques curieux qui regardaient, de petits rires, des murmures. »« Madame » insista Auguste, retrouvant un peu de son ancienne voix. « Je ne faisais que rendre quelque chose à cette femme. Sa fille l'avait laissé tomber. C'est. Je ne vous ai pas parlé, monsieur. Je vous ai ordonné de sortir. » Yolande fit un geste très rapide à Auguste avec les yeux. Juste un geste, mais Auguste comprit. « Sortez, s'il vous plaît. Sortez maintenant. » Auguste recula d'un pas, puis d'un autre, mais avant de franchir la porte, il entendit une nouvelle voix. Une voix qu'il connaissait trop bien, une voix qui, 5 minutes plus tôt, avait laissé tomber une pièce sur les pavés. « Mais qu'avons-nous ici ?» Frédéric Larcher était debout à la porte, les mains dans les poches de son costume italien, ce sourire qui ne trompait plus personne et qu'il exhibait pourtant comme un trophée. « Auguste Valois dans la salle de nettoyage ?» dit-il en élevant la voix pour qu'on l'entende jusqu'au bout du couloir. « Je l'ai dit, mon ami, je t'ai dit que tu allais apprendre à être à ta place. Et regarde-toi, tu as déjà commencé. » Hortense le regarda avec une curiosité nouvelle. Yolande recula d'un pas. Les jumelles s'accrochèrent à l'uniforme de leur mère. Frédéric entra dans la pièce sans être invité. Il s'installa comme si tout lui appartenait. « Et vous, madame ?» dit-il à Hortense d'un ton professionnel, sortant une carte de son portefeuille. « Je vous remercie de votre travail. Je suis maintenant le nouveau président du conseil d'administration du groupe Valois, associé, quel que soit son nom maintenant. Cet homme que vous voyez là ne représente plus rien. S'il entre à nouveau dans des propriétés publiques ou privées qui ont des relations avec nous, appelez-moi personnellement. Je saurai quoi faire. Excusez-moi, monsieur, vous dites que... Je dis que ce monsieur essaye de profiter de gens humbles. C'est un homme déchu, comprenez-vous? Un homme déchu peut être dangereux, surtout avec des femmes avec de petites filles. » Yolande pâlit. Frédéric regarda Auguste dans les yeux, et cette fois, le sourire disparut. Cette fois, ce fut autre chose. « Je te promets une chose, Auguste, et je la promets ici devant tout le monde pour que tu ne dises pas après que je ne te l'ai pas dit. » Il sortit son téléphone, activa la vidéo. « Je vais faire disparaître ton nom. Je n'arrêterai pas tant que le dernier journal de ce pays n'aura pas écrit que tu n'as jamais existé. Et si tu crois que ton salut viendra d'une femme de ménage avec ses 2 petites filles, tu te trompes plus profondément que tu ne t'es déjà trompé. Tu m'as entendu, mon ami? Plus profondément. » Il coupa la vidéo. Il la rangea. « Bonne journée, madame la superviseure. Bonne journée aussi, madame Caron. » Et il sortit. La pièce resta dans un silence étrange, le genre de silence qui reste après un coup de tonnerre. Hortense regarda Yolande les yeux mi-clos, puis Auguste, puis le cahier bleu sur la chaise. « Caron? Oui, madame Dupont. Terminez votre service et passez au bureau du personnel avant de partir. Madame Dupont, s'il vous plaît, terminez votre service. » Hortense sortit. Auguste resta là, ne sachant où se mettre. Yolande ramassa le cahier d'une main très rapide. Elle prit les filles par la main. « Partez s'il vous plaît, je vous en supplie, pour mes filles. » Et elle sortit par l'autre porte de la pièce sans se retourner. Auguste resta seul dans cette petite pièce sans fenêtre. L'odeur de désinfectant, la lumière jaune de l'ampoule, une chaise et rien d'autre. Il sortit de la gare en marchant comme un somnambule. Le soleil lui frappa le visage sans pitié. Il traversa les pavés sans savoir où aller. La pièce de Frédéric n'était plus par terre. Quelqu'un l'avait ramassée, pour un autre. Il s'assit de nouveau sur le banc. Le même banc. Il n'avait nulle part où aller. Il n'avait rien. Il ferma les yeux. « Mon fils,
Je vous ai apporté un café. » Auguste ouvrit les yeux lentement. Un vieil homme se tenait devant lui. Il portait une vieille veste en drap, une casquette sombre et tenait 2 cafés en carton dans ses mains. Son visage était marqué par le soleil, ses yeux bleus très clairs et un petit sourire sans effort. « Il est encore chaud. Je viens de le faire. Prenez-le. Je sais que vous ne l'accepterez pas. C'est pourquoi je vous dis qu'il est déjà fait. Si vous ne le prenez pas, je dois le jeter. Et je n'aime pas jeter le café. » Auguste reçut le carton. Il lui brûla un peu les doigts. C'était une chaleur honnête. « Merci, » murmura-t-il. « Éléutère Bernard, à votre service. » Le vieil homme s'assit à l'autre bout du banc sans demander la permission, mais sans non plus envahir son espace. « J'ai le kiosque à l'entrée latérale. Je suis dans cette gare depuis 40 ans. J'ai vu beaucoup de gens entrer et sortir, mais peu de choses comme aujourd'hui. » Auguste but une gorgée. Le café était simple, mal fait, brûlant. C'était le meilleur café qu'il ait bu depuis des années. « Monsieur Bernard, je n'ai pas. Vous n'avez rien à m'expliquer. Je sais qui vous êtes, Monsieur Valois. » Auguste leva les yeux lentement. « J'ai connu votre père, dit Monsieur Bernard, en regardant les tramways. Il y a de nombreuses années, quand il était encore jeune et qu'il passait par ici tous les matins. C'était un brave homme, votre père, les pieds sur terre. Il vous a laissé beaucoup en héritage? Trop, je suppose. Parfois, mon fils, hériter de beaucoup est la pire des malchances qui puisse arriver à un homme, parce qu'il croit que le monde se gagne tout seul, et il oublie qu'il se gagne en marchant lentement, en saluant les gens. » Auguste acquiesça. Il y avait dans la voix du vieil homme une autorité douce qu'il ne s'attendait plus à entendre de sa vie. « Monsieur Bernard, dites-moi, mon fils, cette dame, Madame Caron, la connaissez-vous » Monsieur Bernard sourit un peu, un sourire fatigué, un sourire de celui qui sait beaucoup de choses qu'il ne dit pas. « Je la connais bien depuis qu'elle est arrivée dans cette ville avec 2 bébés dans les bras et les yeux rouges de ne pas dormir. Et j'ai aussi connu il y a des années, avant elle, un jeune homme qui venait ici tous les matins lire un livre avant d'aller frapper aux portes des grandes entreprises. Un jeune homme avec un cahier bleu toujours à la main. Le cahier vous dit quelque chose. Monsieur Valois ?» Auguste sentit sa main trembler sur le café. « Monsieur Bernard, ce jeune homme s'appelait Joachim Caron. » Le nom tomba sur le banc comme une pierre lancée dans de l'eau calme. Auguste Valois s'en souvint instantanément. Il s'en souvint avec une clarté qu'il n'avait pas eue depuis des années. Une aube il y a bien longtemps. Son nouveau bureau, sa nouvelle entreprise, tout nouveau. Un jeune homme mince, mal habillé, mais propre, debout à la porte, un cahier bleu sous le bras. « Bonjour, Monsieur Valois. Je sais que je n'ai pas de diplôme universitaire, mais je suis bon avec les chiffres. Je ne vous demande qu'une semaine. Si je ne vous suis pas utile, je partirai sans discuter. » Auguste lui avait ouvert la porte. Une semaine. Ce jeune homme découvrit en une semaine une erreur de calcul qui fit économiser à l'entreprise 3 mois de perte. Puis 2 semaines. Puis 2 ans. Puis 10. Joachim Caron finit par être son comptable de confiance, celui qui signait les bilans, celui qui savait où était chaque centime, jusqu'à l'aube où il n'arriva pas au travail. « Toute l'entreprise a dit qu'il avait pris de l'argent, » murmura Auguste, plus pour lui-même que pour Monsieur Bernard, qu'il était un fraudeur, qu'il était ingrat. « Et vous avez cru l'entreprise, mon fils. Vous avez cru Frédéric Larcher, qui était le premier à le répéter à chaque réunion. » Ah, Monsieur Bernard but son café lentement, comme quelqu'un qui a le temps. « Et vous l'avez cru pourquoi ?» Auguste se tut. Il chercha la réponse. Il ne la trouva pas. « Parce que je ne voulais plus penser à ce jeune homme, » dit-il finalement. « Parce que ça me faisait mal, parce que c'était plus facile de le haïr que de le regretter. Ça, mon fils, je l'ai compris aussi à votre âge, mais je suis vieux maintenant, et j'ai appris quelque chose. Il vous convient de le savoir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Quoi? Que presque toujours, l'homme qui insiste le plus pour blâmer un autre est celui qui a le plus besoin de se cacher. » Auguste ferma les yeux. Monsieur Bernard se leva, posa brièvement sa main sur l'épaule d'Auguste et retourna à son kiosque. Avant de partir, il dit autre chose. « Si vous voulez, mon fils, cette nuit, vous pouvez dormir dans la petite pièce derrière le kiosque. Je ne l'ai pas utilisé depuis des années. Il y a un matelas propre et une clé. La clé est à vous jusqu'à ce que vous décidiez ce que vous allez faire. Monsieur Bernard, jeune, ne dites rien encore. Asseyez-vous, buvez votre café et ouvrez ce cahier. Regardez-le bien. Les choses importantes ne se voient jamais au premier coup d'œil. » Et il partit. Auguste but et ouvrit le cahier. La première page contenait un dessin plus petit, une maison modeste, 2 berceaux côte à côte, une femme assise sur une chaise portant 2 bébés en même temps. En dessous, une phrase « Mon monde entier », dans un seul câlin. La deuxième page contenait des chiffres, des lignes de chiffres, des comptes avec des additions et des soustractions. À première vue, cela ressemblait à des devoirs d'écolier. Mais Auguste, qui lisait des bilans depuis 30 ans, vit tout de suite ce que c'était vraiment. C'était des mouvements bancaires, des mouvements déguisés, codifiés avec de petites sommes qui ne signifiaient rien séparément, mais qui ensemble formaient des motifs,
des motifs de transfert, des motifs de comptes parallèles. L'entreprise avait eu un soupçon il y a des années d'un détournement important. Auguste se souvenait de l'audit. Il se souvenait des semaines de révision. Il se souvenait que rien de concluant n'avait été trouvé. Joachim Caron, lui, avait trouvé quelque chose et l'avait écrit là, dans un cahier d'enfant, où personne n'irait jamais chercher. La 3e page avait une photo collée avec du ruban adhésif. Une photo de Joachim, jeune, souriant debout à côté de Yolande. Elle n'avait pas encore les mains rouges. Il avait cette expression d'homme qui voit tout son avenir pour la première fois. Et au bord de la photo, griffonné à la main, un autre nom, un autre avertissement. FL, compte au Panama. S'il m'arrive quelque chose, tout est là. Auguste sentit une sueur froide couler dans son dos. Il tourna la 4e page, la 5e et la 6e. Sur la 7e, il y avait une lettre pliée, petite, adressée avec une écriture soignée. À mes filles, pour quand elles seront grandes et voudront savoir pourquoi papa n'était pas là. Auguste ferma le cahier. Il n'avait pas le droit de lire ça. Il resta longtemps à regarder les pavés, à regarder les gens passer, pensant à des choses auxquelles il n'avait jamais pensé. Comment Frédéric, après la disparition de Joachim, avait commencé à prendre plus de responsabilités. Comment, les années suivantes, Frédéric était devenu l'homme indispensable. Comment, il y a 2 nuits, lors de la réunion du conseil d'administration, c'était Frédéric qui avait présenté les fausses preuves, les contrats manipulés, les emails inventés qui montraient Auguste recevant de l'argent illégal. Comment Camille, sa femme, avait été tout ce temps, sans qu'il ne le remarque, déjeunant dans des restaurants avec Frédéric. Comment, pendant des années, il avait été un homme dans une cage sans barreaux. Auguste Valois laissa le café sur le banc et se leva pour la première fois en 72 heures. Il ne pensait pas à ce qu'il avait perdu, il pensait à ce qu'il devait faire. Cette nuit-là, il dormit dans la petite pièce derrière le kiosque, où Éléuther lui avait laissé une couverture propre et une ampoule qui s'allumait avec une ficelle. Le matelas sentait l'humidité, mais il était sec. Pour Auguste, c'était un palais. Il ne dormit pas beaucoup. Il passa la majeure partie des heures avec le cahier ouvert sur les genoux, déchiffrant les codes de Joachim. Les petites sommes étaient des dates, les produits étaient des montants, les soustractions indiquaient des transferts sortants, chaque dessin des filles, mélangé entre les pages, cachait en dessous une clé numérique. Joachim avait été plus brillant qu'Auguste n'avait su l'apprécier, et il avait été beaucoup plus loyal. Quand il sortit de la petite pièce, le matin commençait à peine. La ville sentait la boulangerie et la fumée froide de voitures. Auguste marcha jusqu'au kiosque. Monsieur Bernard était déjà là, ouvrant les paquets de journaux. « Vous avez dormi, mon fils ? Assez. Et qu'allez-vous faire ? Je dois parler à Madame Caron, mais d'abord j'ai besoin d'une faveur. Un appel. » Monsieur Bernard lui tendit le vieux téléphone du kiosque. Auguste composa un numéro qu'il n'avait pas composé depuis 3 jours, un numéro qui n'était plus le sien, mais qu'il connaissait par cœur. « Honoré, bonjour », répondit-il à la 2e sonnerie. « Qui est-ce ? C'est moi, Honoré. » Silence, puis une respiration. « Auguste, quel plaisir de savoir que tu es vivant. Je t'ai appelé 1000 fois. J'ai changé de numéro. Jaïdou. Honoré, j'ai besoin de te voir aujourd'hui. Auguste, je t'ai cru dès le premier instant. Si tu as besoin d'un avocat, j'ai besoin du meilleur avocat que je connaisse et du plus vieil ami que j'ai. J'ai besoin des deux, mais plus que ça, j'ai besoin que tu me croies une chose de plus. Une de plus. Honoré, dis-moi. Joachim Caron n'a jamais rien volé. Frédéric Larcher l'a enterré, et j'ai de quoi le prouver. Honoré tarda 3 secondes à répondre. Mais quand il le fit, Auguste sut qu'il avait un allié. « Dis-moi, où es-tu ? J'arrive tout de suite. » Auguste raccrocha. Monsieur Bernard sourit. « Café, mon fils. Avant qu'il n'arrive. Café, Monsieur Bernard. Mais cette fois, c'est moi qui offre. C'est la première bonne nouvelle que j'entends depuis des années. » Honoré Dubois arriva 30 minutes plus tard. C'était un homme plus âgé qu'Auguste, chauve, un peu corpulent, avec ses yeux pétillants des avocats qui tombent amoureux des affaires impossibles. Il portait une mallette en cuir usé et un sourire de fer. Il s'assit sur le banc à côté d'Auguste. « Alors, raconte-moi tout, et commence par le début. » Auguste commença par le début. Il lui raconta l'histoire de Joachim des années auparavant. Il lui raconta la disparition. Il lui raconta comment Frédéric avait instauré la version de la fraude. Il lui raconta le conseil d'administration d'il y a 3 nuits, les emails qu'il avait lui-même crus. Il lui raconta la pièce par terre et lui montra le cahier. Honoré tourna chaque page lentement. Ses gros doigts professionnels ne tremblaient pas, mais son visage changea peu à peu. Quand il arriva à la page des comptes au Panama, il leva les yeux. « Auguste, oui, si ce qui est écrit là est réel, ce n'est pas seulement la récupération de ton entreprise, c'est de la prison pour Frédéric Larcher. Je sais, mais c'est aussi très dangereux. Si Frédéric a fait tout cela, il est déjà en train de bouger des choses, des comptes, des documents, des témoins. C'est pourquoi j'ai besoin d'agir vite.
Tu as besoin de quelqu'un à l'intérieur. Quelqu'un qui puisse confirmer les mouvements du cahier avec les registres officiels. J'ai quelqu'un. Qui? La femme de Joachim. Elle doit en savoir plus. Elle doit savoir où est Joachim. Honoré hésita un instant. Auguste, si elle a disparu avec ses filles et qu'elle ne veut pas te parler, il y a une raison. Et la raison peut être qu'elle ne sait pas non plus. Il se peut qu'elle croie toutes ces années que son mari est parti volontairement. Auguste sentit un coup de poing quelque part à l'intérieur. Alors elle mérite de savoir la vérité avant tout le monde. Tu as raison, mais tu ne peux pas y aller comme tu l'as fait hier. Pas avec une veste tachée, pas avec désespoir. Tu vas y aller en Auguste Valois, l'homme que son mari respectait. Et tu vas y aller pour demander, non pour exiger. Honoré sortit son téléphone. Je t'apporte des vêtements propres. Je t'emmène à un hôtel pour prendre une douche. Et pendant ce temps, mes équipes commencent à vérifier le cahier. Honoré, dis-moi, Frédéric a des contacts partout. Sois prudent. Je suis avocat avant que Frédéric Larcher ne sache lasser ses chaussures. Ne t'inquiète pas pour moi. Toi, inquiète-toi d'une seule chose. C'est que quand tu parleras à cette femme, tu lui parles en homme. En homme, Auguste, sans costume italien, sans bureau, sans rien qui te sépare d'elle. Auguste acquiesça. Pendant qu'Honoré parlait au téléphone pour organiser l'opération, Auguste regarda vers l'entrée de la gare. Il pensa à Yolande, il pensa à Valérie et Victoire, et il pensa pour la première fois avec honnêteté à Joachim Caron, au visage qu'avait ce jeune homme debout à sa porte, à la façon dont il disait monsieur, sans servilité, juste avec respect, aux fois où il était resté tard pour corriger des bilans étrangers, au jour où il lui avait dit en souriant « Monsieur Valois, ma femme va avoir des jumelles ». Comment Auguste, ce même jour, n'avait pas levé les yeux de ses papiers pour le féliciter. Il avait seulement dit « C'est bien, Joachim », et avait continué à signer. Auguste Valois, assis sur le banc d'une gare, comprit qu'il avait été un homme riche pendant des années, mais il avait été un homme pauvre pendant bien plus longtemps qu'il ne le savait. Ce même après-midi, déjà avec des vêtements propres, Auguste retourna à la gare, non pas au banc, mais au couloir latéral, où il savait que Yolande allait sortir quand son service se terminerait. Monsieur Bernard le vit passer et lui fit un petit signe de tête. « Tranquille, mon fils, tranquille. » Auguste attendit 1 heure, presque 2. Il prenait une grande inspiration chaque fois que passait quelqu'un qui n'était pas elle, et puis elle apparut. Yolande sortit avec son sac à l'épaule, les jumelles tenant chacune une main, tous 3 marchant avec la hâte des gens qui n'ont pas d'argent à perdre un bus. Les filles virent Auguste avant elle. « C'est le monsieur du bonbon. Maman, maman, c'est lui. » Yolande leva les yeux et s'arrêta presque net. Elle serra les petites mains de ses filles, mais ne s'enfuit pas. « Pas cette fois. Monsieur Valois. Madame Caron, je vous avais dit de vous éloigner. Je sais. Et je vous demande pardon. » Auguste sortit quelque chose de sa poche, le tendit. C'était une seule feuille pliée en 4, une page photocopiée du cahier. « Je ne suis pas venu vous déranger. Je suis venu vous donner ceci. » Elle ne la prit pas. « C'est la page des chiffres, » continua-t-il à voix basse. Joachim a laissé des preuves de ce que Frédéric Larcher a fait. J'ai cru ce que Frédéric m'a dit de votre mari il y a de nombreuses années, et c'est pourquoi, pendant tout ce temps, votre mari a porté seul un nom qui ne lui correspondait pas. Yolande respirait très vite. « Je vous demande, Madame Caron, de me laisser réparer ce que j'ai brisé, non pour moi, mais pour Joachim. » Les jumelles regardaient vers le haut, vers leur mère, sans comprendre. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, le monsieur est triste à nouveau. » Yolande s'accroupit devant ses filles. Elle leur arrangea leurs barrettes une par une. Elle leur donna un baiser sur le front à chacune. « Mes amours, maman va parler 2 minutes avec le monsieur. Restez ici près du mur sans bouger. Vous me promettez? Je te le promets, maman. Je te le promets, maman. » Yolande se leva. Elle fit 3 pas loin des filles. Auguste la suivit. « Parlez-moi vite et parlez-moi clairement, monsieur Valois, car mes filles ne méritent pas que leur mère pleure encore dans la rue. Joachim n'a rien volé. Ça, je le savais déjà. Je le sais depuis 5 ans. Vous le savez? Je l'ai su la nuit où il n'est pas rentré à la maison. Je l'ai su parce que mon mari était incapable de voler. Mais toute l'entreprise a dit le contraire. Votre entreprise. Vous avez dit le contraire. Et personne n'a écouté une jeune femme avec 2 bébés crier que son mari était innocent. Personne. Auguste sentit quelque chose se briser à l'intérieur, quelque chose qui était déjà très brisé et qui se brisa un peu plus. J'ai cru Frédéric, et c'est la pire chose que j'ai faite de ma vie. Vous l'avez cru ou est-ce que ça vous arrangeait de le croire? Auguste baissa la tête. Les 2, madame. Pour la première fois, Yolande le regarda sans peur. Elle le regarda avec une rage pure, longue, ancienne. Mon mari vous respectait. Il vous respectait comme un père. Quand il est rentré à la maison avec la nouvelle de sa première promotion, il m'a dit « Yolande, c'est un homme bon. Il n'est pas comme on dit, c'est juste un homme fatigué. » C'est ce qu'il m'a dit. Et je l'ai cru.
C'est pourquoi quand ils ont parlé de la fraude, j'ai ri. J'ai ri de pure rage. Mais mes 2 filles n'ont pas ri, monsieur Valois. Mes 2 filles ont grandi sans savoir où était leur papa. Vous savez où il est, madame? Yolande ferma les yeux. Quand elle les ouvrit, une larme s'échappait de sa tempe. Elle ne l'essuya pas. Non, je ne sais pas. Il y a 5 ans que je ne sais pas. Vous n'avez aucun contact? Une lettre, monsieur Valois, une seule. Elle est arrivée 4 mois après sa disparition. Sans expéditeur, elle disait seulement 3 phrases. Je vais bien. Ne me cherchez pas. Prenez soin du cahier bleu. Un jour, quelqu'un viendra le chercher. Auguste porta sa main à sa poitrine. J'ai attendu 5 ans, monsieur Valois. 5 ans à nettoyer des sols pour nourrir mes filles. 5 ans sans savoir si mon mari est vivant. 5 ans à croire que le jour où quelqu'un viendrait chercher le cahier, les choses changeraient. Yolande, ne m'appelez pas par mon prénom encore. Ça se mérite. Vous avez raison. Excusez-moi. Je vais vous croire une fois, une seule. Si vous me prouvez que cet homme, ce Larcher, va vraiment payer pour ce qu'il a fait à ma famille, je vous aiderai. Mais si c'est un jeu, si c'est une de vos affaires, si vous, les riches, vous vous nettoyez la réputation avec l'histoire d'une femme de ménage avec 2 filles, je vous dirai une seule chose. Dites-moi, que vous partiez de ma vie aujourd'hui même et ne reveniez plus jamais, pas même à cette gare, car je vous jure que mes filles ne perdront plus rien à cause d'un homme comme vous. Auguste et Chiesa. Je vous donne ma parole, Madame Caron, et je sais que ma parole ne vaut plus ce qu'elle valait, mais cette fois, je la défendrai jusqu'au bout. Yolande prit une grande inspiration. Elle regarda ses filles qui attendaient immobiles comme de petites soldats. Elle regarda Auguste à nouveau. D'accord. Qu'avez-vous besoin? J'ai besoin que vous me laissiez parler en votre nom et en celui de Joachim, devant la presse, devant le conseil d'administration, devant Frédéric Larcher. Quand? Dans 3 jours. Dans 3 jours, je fais double service. Je prendrai en charge votre journée, madame, si vous me le permettez. Yolande hésita. Je n'accepte pas les cadeaux. Ce n'est pas un cadeau. C'est une justice tardive. 5 ans. Il y eut une pause. Une très longue pause. Et puis Yolande dit quelque chose qu'Auguste n'attendait pas. Je vais vous demander une chose, monsieur Valois. Demandez-moi que quand tout cela sera terminé, que vous gagniez, que vous perdiez, quoi qu'il arrive, vous ne regardiez plus mes filles avec le même visage que vous les regardez maintenant. Pourquoi? Parce que vous les regardez comme si elles étaient votre salut. Et mes filles ne sont le salut de personne. Ce ne sont que 2 petites filles, et elles ont besoin de vivre comme des petites filles. Auguste acquiesça lentement. Cette phrase allait lui rester gravée pour toujours. Vous avez raison, madame. Je ne les regarderai plus ainsi. Bien, merci, Yolande. Cette fois, elle ne le corrigea pas. Elle retourna vers ses filles, les prit par la main, et elles disparurent dans la foule vers le bus. Auguste resta debout au milieu des pavés, avec une respiration étrange, sentant que pour la première fois depuis de nombreuses années, il marchait vers quelque chose et ne fuyait pas quelque chose. Cette même nuit, dans le bureau prêté d'Honoré Dubois, Auguste s'assit devant 3 écrans d'ordinateur. Honoré avait convoqué son neveu, un jeune analyste financier nommé Yves Moreau, qui avait la réputation de pouvoir lire des bilans cachés, comme d'autres lisent le journal. Yves avait le cahier ouvert à côté du clavier. Les chiffres de Joachim, codés avec de petites sommes, étaient maintenant croisés avec les mouvements officiels des comptes du groupe Valois, associés au cours des 10 dernières années. « Oncle », dit Yves sans lever les yeux. « C'est exquis. Exquis. Celui qui a écrit ça était un génie. Regardez, regardez ça. Chaque dessin de petite fille qui apparaît dans le cahier, chaque fleur, chaque soleil, chaque petite maison, marque une transaction et la position de la signature du dessin vous indique la date approximative. C'est un système. Et qu'avez-vous trouvé? Nous sommes en train de croiser, mais à première vue, il y a un schéma clair. De temps en temps, pendant au moins 10 ans, de petites sommes sont sorties de plusieurs comptes d'exploitation vers un compte intermédiaire. Ce compte intermédiaire transférait ensuite le total vers un compte au Panama. Au nom de qui est le compte au Panama? Yves sourit. Un sourire sans joie, professionnel. Au nom d'une société écran dont les titulaires formels sont 2 avocats panaméens. Mais le bénéficiaire final, devinez, Frédéric Larcher. Frédéric Larcher. Honoré passa sa main sur son crâne chauve. Il avait 30 ans de profession, mais même lui sentit un frisson. Auguste, c'est énorme. C'est énormément d'argent. Combien? Yves tapa quelque chose. Il attendit puis donna un chiffre. Auguste ferma les yeux. Le chiffre qui sortit de la bouche d'Yves était presque identique au montant du dernier grand contrat qu'Auguste avait signé 3 jours plus tôt. Le contrat qui avait été le sommet de sa vie professionnelle, le même montant, additionné centime par centime au cours de 10 ans, était sorti de son entreprise vers la poche de Frédéric. Honoré, dis-moi, ce n'est pas seulement de la prison. Je sais, c'est de la restitution. C'est un remboursement total. C'est. Auguste s'arrêta au milieu de la phrase. Il cherchait le mot,
il le trouva. C'est l'opportunité de rendre à une femme les 5 années qu'on lui a volées. Yves leva les yeux. « Monsieur Valois, il me reste encore une chose à vous montrer. Dites-moi, sur la dernière page du cahier, sous la clôture des codes, il y a un numéro de compte supplémentaire, un compte personnel au nom de Joachim Caron. Et ce compte a été ouvert par Joachim il y a 5 ans, 2 mois avant qu'il ne disparaisse. Il a un solde actif et il y a eu un mouvement il y a 3 mois. » Auguste se redressa sur sa chaise. Un mouvement, un petit virement international, une pension alimentaire mensuelle vers ce compte, qui est ensuite retiré aux guichets locaux ou local. Yves fit pivoter l'écran. Dans une ville côtière du nord du pays, il y a 3 mois, et avant cela une autre, et avant cela une autre. Chaque mois pendant des années, sans faute. Honoré et Auguste restèrent silencieux. Une personne continuait d'opérer ce compte. Joachim Caron, murmura Auguste. Il est vivant. Yves acquiesça. Non seulement il est vivant, il essaye depuis des années, mois après mois, d'envoyer de l'argent à quelqu'un. Mais le compte bénéficiaire a été annulé il y a 4 ans par ordre judiciaire. Annulé par qui? Par le parquet. Quand Frédéric Larcher a initié le soi-disant procès pour fraude contre Joachim Caron. L'argent est resté bloqué dans les limbes. Joachim l'a envoyé, mais il n'est jamais arrivé entre les mains de sa femme. Auguste Valois posa les 2 mains sur la table et respira profondément. 5 ans. Un homme caché mois après mois, essayant de faire parvenir de l'argent à sa famille. Un argent qui n'est jamais arrivé. Une femme mois après mois nettoyant des sols pour survivre, sans savoir que le père de ses filles continuait d'essayer de les soutenir de loin. Honoré, dis-moi, demain, lors de la conférence de presse, je ne vais pas seulement dénoncer Frédéric. Je vais demander en direct aux autorités de rouvrir le dossier de Joachim Caron et de libérer ce qui est bloqué aujourd'hui même. Auguste, c'est jouer le tout pour le tout. Honoré, il ne me reste plus rien à perdre. Mais il y a une femme qui a beaucoup à récupérer et 2 petites filles qui méritent que leur père revienne à la maison. Honoré Dubois resta là, regardant son ami de longue date. Il l'avait vu millionnaire, il l'avait vu ruiné, mais cette nuit, pour la première fois, il le voyait entier. « C'est bien, Auguste. On joue le tout pour le tout ?» Yves sourit. « Je prépare tout. Nom, compte, date, mouvement. Demain midi, vous aurez un dossier qui fera la une internationale. » Auguste regarda le cahier bleu ouvert sur la table, l'écriture soignée de Joachim, les petits dessins de Valérie et Victoire, mêlés aux chiffres, remplissant les marges de la vérité. Un homme avait fait de l'amour de ses filles le code secret de la justice, et cet homme existait encore quelque part. Auguste ferma le cahier avec précaution. « Monsieur Bernard a dit une chose aujourd'hui, murmura-t-il. Il a dit que les choses importantes ne se voient jamais au premier coup d'œil. »« Monsieur Bernard a raison, » répondit Honoré. Et les hommes importants non plus. La conférence de presse fut convoquée pour 11h du matin le lendemain sur les marches du bâtiment principal du groupe Valois, associé. Honoré avait fait les appels nécessaires. La presse était venue par curiosité. Auguste Valois, le millionnaire déchu de la pièce par terre, annonçait un communiqué public. Peu croyaient qu'il aurait quelque chose d'important à dire. Frédéric Larcher, depuis la fenêtre du 22 étage, regardait en bas et riait seul. « Qu'il s'enfonce encore, mon ami. Chaque mot qu'il dira sera un clou de plus dans le cercueil. » Camille Dubois, assise à côté de Frédéric, ne riait pas. Elle n'avait pas bien dormi depuis 2 nuits. Quelque chose dans sa poitrine savait avant sa tête que quelque chose n'allait pas. En bas, sur les marches, Auguste monta sur le petit podium. Il portait un costume simple, sans montre en or, sans pochette dans sa poche, sans rien d'autre qu'un épais dossier sous le bras et dans la poche intérieure de sa veste, le cahier bleu. À gauche du podium, Honoré Dubois. À droite, Yolande Caron, vêtue simplement, mais avec une dignité qui imposait le respect. Plus en arrière, Yves Moreau avec 2 assistants et au premier rang parmi les témoins, Monsieur Bernard, ne comprenant pas très bien comment il était arrivé là, mais sachant qu'il devait être là, les jumelles n'étaient pas présentes. Yolande avait été ferme. « Mes filles ne font pas partie du spectacle. Elles ne le seront jamais. » Auguste alluma le microphone. « Bonjour, je m'appelle Auguste Valois. Il y a 3 jours, j'ai été retiré du conseil d'administration du groupe Valois, associé pour accusation de fraude. Il y a 3 jours, ma femme Camille Dubois a quitté ma maison. Il y a 3 jours, j'ai perdu sur le papier tout ce que j'avais construit durant une vie. » Il fit une pause. Les caméras bourdonnèrent. Ce que j'ai à dire aujourd'hui ne concerne pas ce que j'ai perdu, mais ce que nous avons tous perdu il y a 5 ans sans nous en rendre compte. Il fit une autre pause. Il y a 5 ans, un homme nommé Joachim Caron a disparu de cette ville. Il était comptable du groupe Valois, associé. Toute l'entreprise, y compris moi-même, l'a déclaré fraudeur. Nous lui avons fait porter toute la responsabilité d'une somme d'argent manquant. Sa femme, assise aujourd'hui à ma droite, a dû élever seule ses 2 petites filles, sans soutien, sans nom,
en nettoyant les sols dans une gare. Yolande ne bougea pas le visage, mais ses yeux se remplirent lentement. Aujourd'hui, devant vous, je fais 2 annonces. Les journalistes se penchèrent en avant. Certains rédacteurs en chef, regardant la transmission depuis les rédactions, appelaient déjà leurs équipes. Ce n'était pas ce que nous attendions. Nous sommes en direct. Première annonce. Joachim Caron n'a jamais volé un sou à cette entreprise. Les preuves utilisées contre lui ont été falsifiées. J'ai ici dans ce dossier les documents qui le prouvent et j'en remets une copie à l'instant même au parquet et aux médias. Honoré distribua les copies. La salle de presse commença à bouger comme une ruche. Deuxième annonce. Auguste sortit le cahier bleu de sa poche. Joachim Caron, avant de disparaître, a laissé des preuves écrites. Il a laissé des preuves de qui, pendant des années, avait détourné de l'argent du groupe Valois, associé vers un compte personnel au Panama. Ces preuves ont été ingénieusement cachées dans un cahier bleu, un cahier avec les dessins de ses 2 filles, Valérie et Victoire. Le nom du responsable, continua Auguste, élevant la voix au-dessus du bruit, est Frédéric Larcher. La salle explosa. Au 22 étage, Frédéric Larcher se leva de sa chaise, le visage décomposé. Camille porta sa main à sa bouche. « C'est une farce !» cria Frédéric, attrapant son téléphone. « Appelez la sécurité, appelez mon avocat !»« Frédéric !» murmura Camille, presque sans voix. « C'est vrai ? Tais-toi, Camille, tais-toi maintenant !» Mais Camille n'écoutait plus. Camille voyait sur l'écran du bureau le visage de son ex-mari montant sur le podium avec une sérénité qu'elle ne lui avait pas vue depuis des années. En bas, sur les marches, Auguste continua de parler. « Dans ce dossier, dit-il en ouvrant le premier onglet, se trouvent les mouvements, compte par compte, date par date, 10 ans de détournements minutieux cachés dans des opérations apparemment légitimes. L'opération finale, il y a 3 mois, fut un mouvement de plusieurs millions qui coïncide exactement avec un manque à gagner signalé lors de notre dernière clôture. Manque à gagner pour lequel, par hasard, j'ai été accusé. Les journalistes commencèrent à poser des questions à grands cris. Honoré leva la main. Une à la fois, s'il vous plaît. Une reporter plus âgée, connue pour ne pas avoir peur, éleva la voix la première. Monsieur Valois, avez-vous de quoi prouver que ce cahier est réellement celui de Monsieur Caron et non une falsification récente? Auguste regarda Yolande. Yolande acquiesça. Yolande s'approcha du microphone. Les gens se turent par respect, bien que presque personne ne sût qui elle était. Elle parla d'une voix petite, mais ferme. Je suis Yolande Caron, femme de Joachim Caron. Je nettoie les sols à la gare centrale depuis 5 ans pour nourrir mes 2 filles. Mon mari a disparu un matin sans laisser de traces. Les gens m'ont dit qu'il était un voleur. Je ne l'ai jamais cru. Mais une femme comme moi, sans études, sans contact, sans un sou, même les voisins ne la croient pas. Elle fit une pause. Ce cahier est à Joachim. Je l'ai vu l'écrire pendant des années. Je pensais qu'il écrivait des histoires pour nos filles. Après, j'ai compris qu'il écrivait aussi autre chose. Une chose qui allait nous sauver tous. Seulement ça a mis 5 ans à parler. La reporter acquiesça avec respect. Une autre journaliste demanda « Monsieur Valois, avez-vous déjà tenté de contacter Monsieur Larcher? A-t-il nié les faits? Je demande publiquement à Monsieur Larcher s'il a le courage de descendre de son bureau aujourd'hui même et de se montrer devant ses caméras. Je lui demande s'il a le courage d'expliquer le compte panaméen au nom de sa société Écran. Je lui demande s'il a le courage de regarder dans les yeux la femme qui, pendant 5 ans, a nettoyé les sols pour nourrir les filles de l'homme qu'il a décidé d'enterrer vivant. Les caméras se tournèrent vers l'entrée du bâtiment. Les journalistes coururent vers les portes, attendant. Pendant 30 secondes, personne ne sortit, puis les portes s'ouvrirent. Frédéric Larcher apparut à l'entrée, le visage rouge, les yeux petits, le costume impeccable froissé quelque part dans le dos. Derrière lui, Camille Dubois. Mais elle ne marchait pas à ses côtés, elle marchait loin, comme si le dos de Frédéric ne lui servait plus de refuge. Frédéric s'avança vers le podium d'un pas ferme. C'est une farce, une calomnie montée par un homme qui a tout perdu et qui essaie maintenant de salir ceux qui, eux, travaillent pour cette entreprise. Je vais poursuivre Auguste Valois au civil et au pénal, et je vais aussi poursuivre cette dame pour s'être prêtée à ce théâtre. Étape 1. Négation. Auguste lui tendit une feuille du cahier par-dessus le podium. Une feuille qui contenait la photocopie d'un mouvement bancaire avec numéro de compte, avec date, avec destination. Frédéric, cette opération date d'il y a 3 mois. La reconnaissez-vous? Frédéric regarda la feuille. Son visage bougea un petit peu. Juste un petit peu. Cela ne prouve rien. N'importe quel chiffre peut être inventé. Le parquet a déjà la copie. Nous allons la vérifier en direct contre les registres bancaires que nous avons déjà demandés ce matin. Étape 2, défense. Auguste, mon ami, nous pouvons régler cela en privé. Tu n'as pas besoin de faire ce scandale. Asseyons-nous. Parlons. Je peux t'aider à retrouver ta position. En fait, ceux du conseil sont disposés à...
Frédéric, dis-moi, ce n'est pas pour la position. Alors, pourquoi? Auguste regarda Yolande. Yolande regarda Auguste. Pour cette dame, dit Auguste, et pour ses 2 filles, et pour un homme qui, grâce à toi, est caché depuis 5 ans. Frédéric rit, mais le rire sortit brisé. Caché, s'il vous plaît. Caron s'est enfui avec l'argent. Tout le monde le sait. Caron n'a pas pris un sou. Caron t'a découvert. Et toi, au lieu de rendre ce qui avait été volé, tu as décidé. C'est pourquoi, avant de partir, il a laissé un cahier avec tous les noms, tous les comptes, toutes les dates. Étape 3. Effondrement. Frédéric leva la main pour dire quelque chose. Sa main resta en l'air. Son visage changea. Quelque chose dans ses yeux s'abandonna. Les gens autour du podium le virent. Les caméras le virent. Tout le pays le vit. Cahier bleu, murmura-t-il. C'était celui des petites. Tu as cru que c'était celui des petites, Frédéric, dit Auguste en baissant la voix. Et c'est pour ça qu'il est passé sous tes yeux sur le bureau de Joachim pendant des années et que tu ne l'as jamais ouvert. Frédéric baissa les yeux. Camille, derrière, fit un pas en arrière, puis un autre. Puis elle se retourna et marcha seule vers la rue. Les caméras la suivirent un instant. Une reporter tenta de l'arrêter. Camille ne s'arrêta pas. Frédéric s'approcha du microphone. Sa voix trembla. J'ai besoin d'un avocat. Je ne ferai aucune déclaration. Honoré. Dubois s'approcha. Le parquet est déjà en route, monsieur Larcher. Je vous suggère de rester ici jusqu'à leur arrivée pour votre propre bien. Frédéric s'assit sur la marche. Il se retrouva à la hauteur des bottes des journalistes. Il se retrouva à la hauteur des pieds de Yolande Caron, qui se tenait à côté du podium, serrant le cahier bleu contre sa poitrine. Un instant, leurs yeux se croisèrent. Yolande ne lui dit rien. Frédéric non plus, mais quelque chose là, en silence, se redressa après 5 ans. Auguste s'approcha du microphone à nouveau. « Une dernière chose, dit-il. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de rendre ce qui ne nous appartenait pas. Je vais mettre à la disposition du parquet tous mes biens personnels pour garantir la restitution des sommes détournées et je vais demander de toutes mes forces une seule chose de plus. » Il fit une pause. « Que le dossier de Joachim Caron soit rouvert et que cette même semaine, cette famille reçoive ce qui lui appartenait pendant 5 ans et n'est jamais arrivé. » Yolande ferma les yeux. Cette fois, elle laissa tomber les larmes. Yves Moreau s'approcha derrière Auguste et lui murmura quelque chose à l'oreille. Auguste se tourna vers lui, surpris. « Tu es sûr? La confirmation vient d'arriver. 5 minutes. » Auguste s'approcha du microphone. Les mains tremblaient. « Mesdames et messieurs, je viens de recevoir une information de dernière minute. Mon équipe juridique a contacté cette nuit le consulat du pays où nous pensons que se trouve monsieur Joachim Caron. Il y a 5 minutes, les autorités de ce pays ont confirmé dans un communiqué officiel qu'un citoyen portant ce nom vit effectivement sous la protection d'un programme international de témoins et a été informé à l'instant même que son dossier a été rouvert. » Yolande se pencha en avant. Honoré la soutint par le bras. Monsieur Bernard, au premier rang, ôta sa casquette et la serra contre sa poitrine. « Mon mari, » murmura Yolande. « Mon mari est vivant. Il est vivant. » « Yolande, » dit Auguste, quittant le podium pour s'approcher d'elle. « Et il va revenir. » Les caméras enregistrèrent ce moment. Elles l'enregistrèrent en entier. Elles l'enregistrèrent sans rien dire. Et le lendemain, ce moment devint viral sur tout le continent. La vidéo du moment où Auguste annonça que Joachim était vivant fut visionnée plus de 15 millions de fois en 24 heures. Le visage de Yolande serrant le cahier bleu contre sa poitrine devint une image partagée dans les cuisines, les bureaux, les bus et les marchés de toute la région. Mais ce qui émut le plus les gens ne fut pas la dénonciation de Frédéric, ce fut la petite phrase que Yolande prononça sans microphone, presque pour elle-même, pendant qu'Auguste demandait au parquet de rouvrir le dossier. Une caméra la capta par hasard et la phrase, lue par les spectateurs dans les sous-titres automatiques, fit le tour du monde. « Mes filles vont connaître leur papa. » Cette nuit-là, dans des milliers de foyers modestes, des gens pleuraient devant un écran. Le lendemain matin, les gros titres étaient pris. Le cahier bleu, preuve invincible d'un père qui n'avait jamais fui. Auguste Valois, du banc de la gare au podium de la justice. Yolande Caron, la femme de ménage qui a gardé pendant 5 ans ce que l'entreprise n'a pas su lire. Mais le titre le plus lu, celui qui resta affiché sur les murs des petits villages, fut un autre. 2 petites filles, un bonbon et un cahier. Ainsi commença tout. Le parquet agit rapidement. Frédéric Larcher fut formellement mis en examen. Ses comptes au Panama furent gelés. Ses alliés internes au Conseil commencèrent à se séparer de lui comme les passagers d'un bateau qui coule. Certains avouèrent, d'autres remirent des documents qu'ils avaient gardés par peur. Chaque confession confirma ce que le cahier avait déjà montré. Camille Dubois ne rappela pas Frédéric. Elle ne rappela pas non plus Auguste. Elle déménagea chez sa mère dans un petit village où personne ne la connaissait, et de là, quelques jours plus tard,
Elle envoya une courte lettre à Auguste. 2 lignes. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande seulement qu'un jour, quand tu pourras, tu te souviennes que moi aussi j'ai été trompé par moi-même. Surtout. » Auguste lut la lettre 3 fois, la rangea dans un tiroir, ne répondit pas, mais ne la déchira pas non plus. Le conseil d'administration du groupe Valois, associé, se réunit en session extraordinaire. Auguste fut rétabli à l'unanimité. Les associés qui avaient voté contre lui quelques jours auparavant tentaient maintenant, avec des sourires tendus, de le convaincre qu'ils avaient toujours été de son côté. Auguste les écouta tous sans interrompre, et quand ils eurent fini, il parla. « Messieurs, j'accepterai le rétablissement. Mais je vous avertis de quelque chose. Je n'oublierai pas qui a voté comment lors de cette réunion, non par vengeance, mais par apprentissage. Cette entreprise a été pendant de nombreuses années un lieu où la peur régnait. C'est fini. Si certains d'entre vous préfèrent partir plutôt que de changer, je le comprends. Mais celui qui reste travaillera avec moi selon d'autres règles. 3 directeurs démissionnèrent ce même après-midi. Auguste ne les retint pas. Cette nuit-là, tandis que tout le pays parlait de l'affaire, Auguste monta pour la première fois au penthouse, qui avait été sa maison pendant des années. Il était vide. Camille avait emporté le peu qu'elle voulait. Les meubles chers étaient toujours là, avec un air de musée abandonné. Auguste parcourut les pièces lentement. Il s'arrêta devant une photo encadrée dans le salon. Une photo de son père, jeune, souriant, debout à l'entrée du premier bureau familial. Auguste la décrocha. Il la regarda longtemps. « Pardonne-moi, papa », dit-il à voix haute au milieu du silence. « J'ai mis trop de temps à écouter ce que tu me disais. » Il redescendit en ascenseur, quitta le penthouse avec une seule valise. Il n'y dormit plus. Cette même semaine, il vendit la maison. Avec l'argent, il ne s'acheta rien pour lui. Un matin, quelques jours plus tard, Auguste se présenta à l'appartement modeste où Yolande vivait avec ses filles. Il apporta du café, du pain, et sur le pain une enveloppe. Yolande lui ouvrit la porte avec méfiance. Les jumelles derrière sortirent la tête avec curiosité. « C'est le monsieur du bonbon. »« Maman, maman, le monsieur est revenu. » Auguste sourit. « Bonjour, Yolande. Bonjour, les petites. »« Bonjour, monsieur Valois, » dit Yolande avec cette nouvelle voix qu'elle apprenait à utiliser. « Mi prudente, mi cordiale. Entrez. » L'appartement était minuscule. Un salon avec une table basse, un vieux canapé, une fenêtre avec des rideaux clairs et sur un mur un dessin encadré, un dessin au crayon, un dessin d'un homme en costume et cravate. Auguste le regarda. « Nous l'avons encadré il y a 3 ans, » dit Yolande derrière lui. « Les filles ont dit qu'elles voulaient voir le monsieur du cahier tous les jours. Yolande, dites-moi, je ne mérite pas ça. Ce n'est pas à vous de décider, c'est à elle. » Auguste se retourna. Les jumelles étaient assises sur le canapé, regardant l'enveloppe qu'il avait laissée sur la table. « Qu'y a-t-il dans l'enveloppe, maman ?» demanda Victoire. « Je ne sais pas, ma vie, monsieur Valois. » Auguste s'assit en face d'elle sur une petite chaise, presque d'enfant. Elle lui allait de façon ridicule, mais il s'en fichait. « Les petites, Yolande, cette enveloppe est la première lettre que votre papa vous a écrite il y a de nombreuses années, celle qu'il a laissée dans le cahier bleu. Je l'ai trouvée quand j'ai commencé à lire les pages, et j'ai considéré qu'elle avait une propriétaire. » Les jumelles restèrent très immobiles. « C'est de papa ?» demanda Valérie. « C'est de papa. C'est pour vous. » Maman, on l'ouvre. Yolande porta sa main à sa bouche, prit quelques inspirations, puis s'assit sur le canapé entre les deux. « Oui, mes amours, on l'ouvre ensemble. » Yolande ouvrit l'enveloppe, en sortit une feuille soigneusement pliée. L'écriture soignée de Joachim, petite, remplissait le papier. « Pour Valérie et Victoire, mes amours, si vous lisez ceci, cela signifie que quelque chose n'a pas tourné comme je le voulais. Je suis parti non pas parce que je ne voulais pas être avec vous, je suis parti pour vous protéger. Je reviendrai, mes amours, je reviendrai. Mais s'il arrive quelque chose et que je ne reviens pas, je veux que vous sachiez 3 choses. La première, votre papa vous a aimé dès le premier instant où il a su que vous seriez 2. J'ai pleuré de bonheur ce jour-là, et ces larmes sont toujours avec moi. La seconde, votre maman est la femme la plus forte que je connaisse. Si un jour on vous demande de choisir qui admirer, choisissez-la. Elle, toujours. Elle ne renonce jamais et si je suis un peu un homme bon, c'est parce qu'elle m'a appris à l'être. La troisième. Ce cahier bleu que je vais vous laisser est le plus important que votre papa ait. Non seulement parce qu'il contient vos dessins, mais parce qu'un jour quelqu'un saura le lire. Quand ce jour arrivera, les choses commenceront à s'arranger. Je vous aime de tout mon cœur, mes amours. Et je reviendrai, papa. Les 2 jumelles étaient très immobiles. Valérie serra la lettre contre sa poitrine. Victoire resta la main serrée sur la jambe de sa mère. « Maman, » dit Victoire enfin. « Papa nous aimait ? » ?»« Oui, ma vie. Il vous a toujours aimé. »« Maman, » dit Valérie. « Papa va revenir ?» Yolande regarda Auguste. Auguste hocha la tête. « Oui, ma vie. Papa va revenir aujourd'hui même, si Dieu le veut. » Les jumelles ne comprirent pas tout, mais quelque chose dans l'air traversa leur intérieur,
quelque chose qui fit que Valérie monta sur le canapé et serra sa mère, et Victoire les deux. Auguste se leva lentement. Il avait les yeux pleins. Il ne les essuya pas. « Yolande, je serai dehors à l'entrée. Quand il arrivera, je frapperai. Merci, monsieur Valois. » Auguste sortit dans le couloir, ferma la porte doucement, s'assit sur la marche devant l'appartement. Honoré Dubois et 2 officiers du consulat arrivèrent 3 heures plus tard. Derrière eux venait un homme mince, avec un petit sac à dos, le visage plus émacié que sur les vieilles photos, avec 5 ans cachés dans les yeux. Joachim Caron. Auguste se leva un instant. Les 2 hommes se regardèrent sans bouger. Ils avaient été patrons et employés. Ils avaient été injures et silence. Ils avaient été 5 ans sans savoir. Auguste tendit la main. Joachim la prit, mais ne la prit pas en guise de salut. Il la prit des 2 mains, la serrant. « Monsieur Valois, Joachim, merci d'avoir lu le cahier. » Auguste ne put rien dire. Il baissa seulement la tête. « Pardonne-moi, Joachim. Pardonne-moi ces 5 ans. Auguste. » Joachim prononça le nom pour la première fois. « Si j'avais eu plus confiance en vous, tout cela aurait été différent. La faute n'est pas seulement la vôtre. » « Si, elle l'est. Pas entièrement, monsieur. Nous allons la partager comme des hommes et nous allons apprendre tous les 2. » Auguste acquiesça. Sa voix était rauque. « Votre femme vous attend et vos filles. » Monsieur Valois, avant de frapper à cette porte, une question, n'importe laquelle. « Comment vont-elles » Auguste pensa à ce qu'il devait dire. Un seul mot lui vint à l'esprit. « Entière. » Joachim acquiesça, ferma les yeux, prit une grande inspiration et frappa à la porte. Yolande ouvrit. Elle le regarda un instant, un seul instant. Son visage se brisa en silence. Aucun cri, aucun sanglot, juste une main qui monta vers sa bouche et y resta tremblante, comme si elle avait peur de la lâcher et de découvrir que l'homme sur le seuil était une image et non un corps. Joachim ne bougea pas non plus. Il avait son sac à dos pendu à une épaule. Ses chaussures étaient poussiéreuses. Il avait 5 ans dans les yeux. Yolande, un seul mot. La façon dont seul lui l'avait appelé. La façon qu'elle avait continué à entendre toutes les nuits en rêve, sans savoir si c'était un souvenir ou une invention. Yolande fit un pas en avant, puis un autre, et sans rien dire, elle l'embrassa comme si elle avait retenu ce câlin pendant 5 ans, les 2 mains sur son dos, le visage contre son épaule, sans crier, sans pleurer fort, juste le serrant doucement, comme quelqu'un qui vérifie avec son corps que quelque chose est réel. Les jumelles derrière ne comprirent pas immédiatement. Elles étaient debout au milieu du salon, voyant un monsieur inconnu embrasser leur maman, mais quelque chose dans l'air leur dit ce que leurs oreilles ne pouvaient pas encore traiter. Valérie fut la première. Elle lâcha la lettre du canapé, fit 2 petits pas, s'arrêta. « Maman ». Yolande se sépara doucement de l'étreinte, prit Joachim par la main et le guida jusqu'au centre du salon. Elle s'accroupit devant les 2 petites filles, les yeux pleins. « Mes amours, c'est papa. »« Papa ? Papa ? Papa ?» Les 2 se jetèrent sur lui en même temps. Joachim tomba à genoux pour les recevoir. Il les serra des 2 bras jusqu'à ce que les 3 forment une seule petite masse au milieu du salon. Yolande s'assit à côté, appuyant son front contre l'épaule de Joachim, et seulement alors se permit de pleurer. Comme pleure une femme qui a attendu ce qu'elle devait attendre, Auguste, depuis le couloir, ferma la porte doucement. Il ne voulait pas leur voler une seconde. Il descendit les escaliers de l'immeuble, sortit sur les pavés, marcha jusqu'au coin et là, debout au milieu de la rue, il pleura pour la première fois comme un homme qui ne sait pas pleurer, mais qui se permet de le faire finalement, après toute une vie. Et quand il s'arrêta, il réalisa que quelque chose en lui avait changé pour toujours. Il n'avait pas seulement récupéré une entreprise. Il n'avait pas seulement vaincu un ennemi. Il avait appris, trop tard pour 5 années perdues, mais à temps pour tout ce qui venait, ce que signifiait vraiment être riche. Les semaines qui suivirent furent celles de la reconstruction, non seulement de l'entreprise, mais de vies entières. Frédéric Larcher, après plusieurs semaines de procédure, parvint à un accord avec le parquet. Il restitua jusqu'au dernier centime des sommes détournées. Il démissionna de toutes ses fonctions. Il accepta de passer une période prolongée dédiée au service communautaire, sans accès à des postes de direction. La peine fut dure, mais non destructrice. Auguste, étonnamment, fut le premier à demander au juge d'envisager une solution de réhabilitation plutôt que de vengeance. « Écraser Frédéric ne me rend pas les 5 années de Yolande », dit-il à Honoré. Et lui apprendre à vivre différemment peut aider d'autres à ne pas finir comme lui. Honoré le regarda, stupéfait, mais ne contredit pas. Frédéric sortit de l'audience la tête basse, chercha Auguste dans le couloir. Il avait les yeux gonflés. « Auguste, Frédéric, je ne mérite pas ce que tu as demandé pour moi. Ça, je le sais déjà, mais je t'en remercie. Je ferai les choses différemment, je le promets. Frédéric, les promesses faites devant un homme qui tombe ne me convainquent plus. Prouve-les avec le temps. C'est la seule façon. » Frédéric acquiesça. Il ne dit rien de plus.
Auguste le laissa partir. Joachim revint à l'entreprise non pas comme comptable subordonné. Auguste lui offrit une vice-présidence financière. Joachim l'accepta à une condition. Je travaille seulement si le premier programme que nous mettons en place concerne les personnes qui nettoient les sols. Auguste sourit. Il y avait déjà pensé. Yolande quitta l'entreprise de nettoyage sous-traité et rejoignit une fondation nouvellement créée. La fondation s'appela Cahier Bleu. Sa première mission était d'accompagner les familles de travailleurs qui avaient subi des injustices au travail ou des disparitions. Yolande fut nommée coordinatrice générale. Son salaire, pour la première fois de sa vie, lui permit de voir la fin du mois sans angoisse. Madame Dupont, la superviseure de la gare, fut relevée de ses fonctions lorsqu'une enquête interne montra qu'elle avait, pendant des années, soumis le personnel à un régime d'humiliation constante. Auguste ne demanda pas cette enquête, ce furent les collègues de Yolande elle-même qui la réclamèrent, encouragés par son exemple. M. Bernard, cependant, n'accepta aucune offre. Auguste lui proposa un emploi formel, une pension à vie, tout ce qu'il voulait. « Mon fils, j'ai déjà mon kiosque, et à cet âge, la seule chose nouvelle dont j'ai besoin, c'est du café frais tous les matins. Si vous voulez m'aider, dites à vos gens que quand ils passent par ici, ils m'achètent le journal. C'est la seule chose que je demande. » Auguste rit. C'était la première fois qu'il riait vraiment en un mois. « Monsieur Bernard, c'est déjà la loi dans mon entreprise. Alors nous sommes contents. » Un après-midi, Auguste invita la famille Caron dans son nouvel appartement. C'était un appartement moyen, modeste, avec une grande table en bois et un salon avec 2 fenêtres. Auguste avait appris à cuisiner depuis qu'il avait déménagé. Pas bien, mais avec de la volonté. Yolande apporta un dessert. Joachim apporta un livre. Les jumelles apportèrent chacune un nouveau dessin. Auguste les accueillit à la porte. « Entrez, famille. »« Famille » répéta Yolande à voix basse, souriant un peu. Ils dînèrent lentement, parlèrent de petites choses, de comment Valérie apprenait à lire, de comment Victoire battait Joachim aux échecs, de comment Yolande étudiait le soir une formation technique qu'elle avait laissée inachevée des années auparavant, de comment Auguste, pour la première fois en 30 ans, dormait plus de 6 heures d'affilée. Après le dîner, les filles s'approchèrent d'Auguste avec un petit paquet enveloppé dans du papier cadeau fait maison. « Pour vous » dit Valérie. « On l'a fait toutes les deux » ajouta Victoire. « Maman nous a juste aidés avec le ruban. » Auguste ouvrit le paquet doucement. À l'intérieur, il y avait un petit cahier à couverture rigide, avec une couverture que Valérie avait décorée de fleurs et de soleil. À l'intérieur, de nouveaux dessins faits par les deux. Sur la première page d'une grande écriture d'enfant qui apprend tout juste, il était écrit « Pour le monsieur du bonbon », qui s'appelle Auguste et qui est notre ami. Auguste ferma le cahier, porta sa main à son visage. Joachim lui tendit une serviette. Il ne dit rien, ce n'était pas nécessaire. « Merci, mes petites. C'est le meilleur cahier qu'on m'ait offert de ma vie. »« Vraiment ?» demanda Valérie. « Vraiment ? Plus que le bleu de papa ?» demanda Victoire avec cette logique enfantine qui va toujours au fond des choses. « Le bleu de ton papa n'est pas pour moi, Victoire. Il est à votre famille. Mais ce nouveau, celui-ci est de vous pour moi. Et les 2 cahiers ensemble donnent maintenant un sens à ma vie. » Yolande regarda Joachim. Joachim regarda Yolande. Sous la table, leurs mains se cherchèrent. 3 mois après le dîner, dans un amphithéâtre moyen de la ville, eut lieu le lancement officiel de la fondation Cahier Bleu. Y assistèrent des journalistes, des autorités, des leaders communautaires et, au premier rang, plusieurs familles que la fondation avait déjà aidées dans ses premiers cas pilotes. Joachim et Yolande étaient au premier rang, se tenant la main. Les jumelles, assises entre les deux, jouaient à compter les lumières du plafond. Monsieur Bernard avait accepté cette fois d'y aller en tant qu'invité. Il portait une veste prêtée, une cravate de travers et un sourire qui lui illuminait tout le visage. Et dans l'une des rangées du milieu, il y avait un homme seul, vêtu simplement, la barbe soigneusement rasée. Frédéric Larcher, en liberté surveillée, avait demandé une permission spéciale pour assister. Auguste avait signé l'autorisation personnellement. La salle se remplit. Honoré Dubois, sur le podium, présenta le fondateur. Auguste monta sans veste chère, sans cravate, sans rien qui le séparât du public. « Bonsoir. » Pause. Il y a quelques mois, j'ai tout perdu. Mon entreprise, mon nom, ma femme, ma réputation. J'ai passé 3 jours assis sur un banc de la gare centrale, regardant une pièce par terre qu'un homme m'avait jetée pour mon café. Je ne l'ai pas ramassée, non par orgueil, mais par peur d'accepter que c'était la nouvelle mesure de ma vie. La salle était silencieuse. Ce qui m'a sorti de ce banc n'a pas été une idée brillante, n'a pas été un avocat, n'a pas été un appel d'un associé, ce fut un bonbon à la fraise que m'ont donné 2 petites filles qui passaient par là. Ces 2 petites filles ont cru que j'étais triste et sans savoir qui j'étais, sans savoir ce que j'avais fait, sans savoir à qui on avait volé les 5 années les plus importantes de leur famille. Elles m'ont offert la seule chose qu'elles avaient dans leur poche.
Il fit une longue pause. Aujourd'hui, je veux parler depuis ce podium à deux groupes de personnes différentes. D'abord, à ceux qui se sont sentis invisibles, à ceux qui nettoient les sols avant que le reste de la ville ne se réveille, à ceux qui attendent le bus à l'aube, à ceux qui savent que leur travail soutient un bâtiment entier, mais qui ne sont jamais nommés lors d'une réunion de conseil d'administration. À vous, je vous dis, je vous ai vu passer devant moi toute ma vie et je ne vous ai pas regardé. Je n'ai même pas su le nom de la femme qui nettoyait mon bureau pendant des années. Et il s'avère que cette femme et d'autres comme elle était celle qui soutenait la respiration de toute l'entreprise. Je vous demande pardon à toutes, pour moi et pour tous ceux qui, comme moi, n'ont pas encore appris à les voir. Certaines femmes dans l'auditoire commencèrent à pleurer, d'autres applaudirent sans lever les mains de leurs genoux. Ensuite, à ceux qui sont en position de pouvoir, à ceux qui ont de grands bureaux, de grands salaires, de grandes décisions, à vous je parle différemment. J'ai été l'un de vous pendant 30 ans et je vais vous dire quelque chose que j'ai appris très tard. Mais attends, le véritable danger d'avoir du pouvoir n'est pas que quelqu'un vienne vous le prendre. Le véritable danger est que l'on s'habitue à ne pas regarder les gens. Et quand on cesse de regarder les gens, tôt ou tard, les gens cessent aussi d'exister autour de nous. Et le jour où l'on tombe, il n'y a personne par terre pour nous relever. Parce que soi-même, pendant des années, on a laissé ceux qui nous auraient relevés devenir invisibles. Pause. La dignité ne se donne pas d'un bureau, elle se reconnaît en marchant. Longs applaudissements. L'argent n'achète pas un père, mais la vérité le ramène. Plus d'applaudissements. Et un bonbon dans la bonne main vaut plus qu'un contrat signé par une multinationale. Rire, applaudissements, larmes. J'ai vu ces derniers mois ce que pendant des années je n'ai pas été capable de voir. J'ai vu des familles humbles qui soutiennent des villes entières avec leurs aubes. J'ai vu des mains rouges qui contiennent plus d'histoires que beaucoup de livres. J'ai vu des petits-enfants regarder des inconnus avec une bonté que les adultes doivent réapprendre. Et ce que j'ai compris, ce que je garderai avec moi le reste de ma vie, c'est ceci. Le jour où un pays apprend à regarder ces gens les plus silencieux, ce pays commence vraiment à guérir. La salle applaudit longuement. Avant de conclure, je tiens à remercier 3 personnes en particulier. Monsieur Éléutère Bernard, 40 ans au kiosque de cette gare. Quand j'étais à terre, il a été la première personne à me donner un café chaud et à s'asseoir sur le banc à mes côtés sans rien me demander. Monsieur Bernard, levez-vous, s'il vous plaît, pour que le pays vous connaisse. Monsieur Bernard, au premier rang, hésita, mais finit par se lever. Il salua de sa casquette, les gens l'applaudirent. Il se rassit rapidement, gêné. Joachim Caron. Il a travaillé avec moi pendant des années, a été traité injustement. Il a perdu 5 ans de sa vie avec sa famille et a pourtant eu la grandeur de revenir et d'accepter de retravailler dans l'entreprise qu'il avait enterrée. Joachim, merci de m'avoir appris que la plus haute intelligence est celle qui reste ferme quand tout s'écroule. Joachim se leva, fit un petit geste de tête et se rassit. Et je veux enfin reconnaître une personne que beaucoup dans cette salle ne s'attendent peu, être pas à ce que je mentionne. Frédéric Larcher. La salle s'agita. Frédéric a commis des choses graves. Il paie pour elles. Mais aujourd'hui, il a décidé de venir ici devant les caméras, devant tous, sans se cacher. Et cela, chez un homme qui pendant des années s'est caché derrière moi, est un premier pas. Frédéric, je ne te pardonne, ni ne cesse de te pardonner. Cela, le temps le décidera. Mais je te remercie d'être venu car sans toi, cela n'aurait pas eu la fin qu'il a eue, et parce que tu m'as aussi appris le danger de ne pas écouter les gens qui ont un homme sous leurs ordres. Je t'ai trop écouté, toi. Je vais apprendre à écouter plus de monde. Merci. Frédéric resta immobile, baissa la tête, porta la main à sa poitrine. Auguste regarda Yolande. Yolande acquiesça. Il y a 2 autres personnes à qui je dois remercier, et je ne les nommerai pas d'ici. Je vais les appeler sur ce podium. Valérie Caron. Victoire Caron. Venez s'il vous plaît. Les jumelles se regardèrent. Yolande leur donna une légère poussée. Joachim leur sourit. Les 2 marchèrent main dans la main dans le couloir de l'auditorium. Vêtus de la même manière, leurs barrettes bien tenues. Tout le public se leva. Auguste s'accroupit à leur hauteur. Les 2 l'embrassèrent comme un vieil ami. L'auditorium applaudissait sans arrêt. « Mais petite », dit Auguste au microphone, les 2 accrochés à son cou. « Vous êtes la raison pour laquelle cette fondation existe, et vous êtes la raison pour laquelle de nombreuses familles dans les années à venir n'auront pas à attendre 5 ans pour que quelqu'un les écoute. Merci. Merci pour le bonbon, merci pour le cahier, merci de m'avoir appris à regarder. » Valérie lui murmura quelque chose à l'oreille. Auguste rit, se leva. Valérie vient de me dire qu'elle aussi a maintenant un bonbon, mais que cette fois, elle ne me le donnera pas à moi. Elle m'a dit qu'elle allait le donner à Monsieur Larcher, parce qu'elle croit qu'aujourd'hui, lui aussi est triste. La salle fut émue. Valérie marcha jusqu'à l'endroit où se trouvait Frédéric, sortit un bonbon à la fraise, le lui tendit.
Frédéric se couvrit le visage de sa main. Les caméras enregistrèrent aussi cet instant et cet instant, comme d'autres auparavant, devint viral. Mais cette fois non par scandale, mais par humanité. Cette même nuit, dans des milliers de commentaires sous la vidéo, les gens écrivaient des choses différentes de celles qu'ils avaient écrites des mois auparavant. Ce n'était plus des rires, ce n'était plus des moqueries, c'étaient leurs propres histoires. Des hommes racontant qu'ils avaient perdu leur emploi et que personne ne leur avait offert un café. Des femmes racontant qu'elles avaient élevé leurs enfants seules pendant des années parce que quelqu'un dans un bureau avait signé un papier sans le lire. Des personnes âgées racontant qu'un kiosquier du quartier avait été plus une famille pour elles que leur propre famille. L'histoire d'Auguste et Yolande avait ouvert, sans le vouloir, une conversation que le pays avait besoin d'avoir depuis longtemps. La phrase des deux audiences, notamment, fut reprise lors de réunions de conseils d'administration, dans des cours universitaires, dans des sermons, dans des conversations de déjeuner. La dignité ne se donne pas d'un bureau, elle se reconnaît en marchant. Des entrepreneurs la firent imprimer, des travailleurs l'affichèrent dans leur casier, des professeurs la donnèrent comme sujet de rédaction à leurs élèves. Auguste ne voulut diriger aucune campagne avec cette phrase. « Elle n'est pas à moi », dit-il chaque fois qu'on le lui proposait. « Elle est d'un cahier bleu, et le cahier bleu est à une famille. » Les mois suivants apportèrent ce qu'aucun plan n'aurait pu prévoir. La fondation Cahier Bleu reçut des dons d'entreprises, de syndicats, de citoyens ordinaires et même d'un gouvernement étranger. Son modèle fut répliqué dans d'autres villes. D'autres entreprises lancèrent leurs propres programmes internes de dignité au travail. Des journaux spécialisés commencèrent à parler du modèle valois comme une nouvelle forme de gestion d'entreprise. Auguste devint, sans le vouloir, une figure publique. On l'invitait à des forums, à des interviews, à des universités. Il en acceptait peu. L'une des rares qu'il accepta fut une conférence dans une école publique d'un quartier populaire. Il parla pendant 1 heure. À la fin, une petite fille lui demanda « Monsieur, étiez-vous millionnaire avant ?»« Oui, j'étais millionnaire. Et maintenant ? Maintenant, je suis plus riche. Mais vous êtes plus riche d'argent ou de quoi ?» Auguste sourit. « De gens, ma petite, je suis plus riche de gens. » La petite fille acquiesça comme si elle comprenait tout, et à sa manière, elle comprenait. Joachim et Yolande, après plusieurs mois, revinrent vivre comme une famille entière. Ils achetèrent une maison modeste dans un quartier tranquille. Les jumelles commencèrent à fréquenter une bonne école, non par privilège, mais par le mérite des réalisations qu'elles avaient déjà accumulées. Valérie découvrit qu'elle aimait écrire, Victoire qu'elle aimait dessiner. Chacune, à sa manière, portait en elle quelque chose du cahier de son père. Madame Rosalba, une voisine qui les avait gardées pendant les années les plus difficiles, devint la grand-mère de cœur des filles. Elle venait tous les dimanches déjeuner. Elle apportait du riz au lait. Monsieur Bernard continua à son kiosque. Mais Auguste lui envoya sans que personne ne le demande. Une équipe de peintres et de menuisiers qui rénovèrent le local sans toucher à l'âme du lieu. Ils lui mirent un nouveau toit, un réfrigérateur froid, une petite table pour les clients qui voulaient s'asseoir prendre un café. Monsieur Bernard afficha à la main un panneau à l'entrée. Café gratuit pour qui a besoin de parler. Le panneau devint célèbre et tous les matins, il y avait des gens qui n'avaient pas besoin de café, mais d'une oreille. Frédéric Larcher termina son programme de service communautaire. Il travailla comme administratif dans une association qui aidait les personnes en situation de rue. Au début, on ne l'accepta que parce qu'Auguste l'avait recommandé. Puis, avec le temps, on l'accepta parce qu'il commença lentement à être quelqu'un de différent. Il n'eut plus de poste de direction. Il ne les chercha pas. Il vivait dans un petit appartement. Il apprit à cuisiner. Il commença à parler dans des groupes d'hommes qui essayaient aussi de changer. Une fois, dans l'un de ces groupes, quelqu'un lui demanda quel avait été le moment le plus difficile de toute sa chute. Il répondit « Le jour où une petite fille m'a donné un bonbon dans un auditorium. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que ce qui m'avait brisé pendant des années n'était pas l'argent, c'était l'incapacité de recevoir une tendresse sans en douter. » Camille Dubois ne revint pas en ville. Elle trouva dans le village de sa mère une vie plus petite, mais plus la sienne. Elle écrivit une autre lettre à Auguste quelques mois plus tard. Seulement 2 lignes. « Je suis contente que tu ailles bien, et je suis contente que ce banc ait finalement été le début de quelque chose de bon. » Auguste la rangea à côté de la première lettre, les deux dans le même tiroir, et un dimanche après-midi, marchant vers le kiosque de Monsieur Bernard pour prendre son café habituel, Auguste s'assit pour la dernière fois sur le banc en bois. Le même banc, le même point exact sur les pavés, la même vue des tramways qui passent, mais cette fois il n'était pas seul. À sa gauche, Monsieur Bernard, casquette sur la tête, une tasse fumante à la main et le sourire habituel. À sa droite, Joachim, parlant doucement de nouveaux chiffres, devant lui, jouant à sauter les pavés, Valérie et Victoire, et quelques pas plus loin, assise sur un banc voisin, conversant avec 2 voisines qui aidaient maintenant la fondation, Yolande. Auguste regarda le banc, se souvint de l'Auguste de ce matin terrible, celui au costume taché,
celui qui n'avait pas ramassé la pièce, celui qui pensait qu'il ne lui restait plus rien. Il sourit un peu, juste pour lui-même. Si cet Auguste pouvait le voir maintenant, il ne se reconnaîtrait pas. Et cela, pensa-t-il, était le meilleur cadeau que la vie lui ait fait. « Auguste, mon fils, dit M. Bernard, lui offrant un café chaud. Il est frais, juste fait. Merci, M. Bernard. Je t'ai dit une fois que les choses importantes ne se voient jamais au premier coup d'œil. Vous me l'avez dit. Oui, tu as appris. » Auguste regarda les jumelles, qui demandaient maintenant à Joachim de les aider à compter les carreaux. Il regarda Yolande rire doucement avec les voisines. Il regarda les pavés, les tramways, la façade de la gare. « J'ai appris, M. Bernard. J'ai appris. Eh bien, mon fils, alors vous ne devez plus rien à la vie. Je dois quelque chose, M. Bernard. Quoi? Je dois continuer à bien regarder pour toutes les années où je n'ai pas regardé. » M. Bernard acquiesça. Il but une gorgée. Il ferma les yeux au soleil. « Celle-là, mon fils, c'est la seule dette qui vaille la peine d'être payée. » Les jumelles vinrent en courant. Chacune donna à Auguste une dalle imaginaire. Elles lui dirent que c'était de l'or. Auguste les reçut avec la gravité d'un banquier. Il les rangea dans la poche intérieure de sa veste, dans la même poche où, des mois auparavant, il avait une fois transporté un cahier bleu. « Auguste, dit Valérie en montant sur le banc à côté de lui. « Tu sais ce que papa nous a dit hier soir? Qu'est-ce qu'il vous a dit, mon amour? Qu'il imaginait tous les jours, quand il était loin de nous, qu'il regardait le ciel, et qu'il imaginait que tu nous gardais jusqu'à ce qu'il puisse revenir. » Victoire acquiesça derrière, grimpant de l'autre côté. « Et nous lui avons dit que oui, que c'était vrai, parce que tu nous as gardés avec le bonbon, tu te souviens ?» Auguste resta silencieux, prit une grande inspiration, regarda vers les tramways pour que les petites ne voient pas ses yeux. « Mes petites, dit-il d'une voix un peu brisée, ce sont vous qui m'avez gardé ce jour-là et après, et encore aujourd'hui. » Valérie réfléchit un instant, puis elle dit, avec cette logique désarmante que seuls les enfants ont, « C'est parce que nous sommes amis, c'est parce que nous sommes amis, » répéta Victoire. Auguste sourit. Il regarda Joachim, qui discutait quelques pas plus loin. Il regarda Yolande, qui, à ce moment-là, tourna la tête depuis le banc voisin et lui rendit son sourire. Et là, assis sur ce banc, avec un simple café à la main, une famille qui n'était pas la sienne, et qui pourtant lui appartenait, une gare entière bougeant autour sans connaître son histoire, Auguste Valois comprit quelque chose qu'aucun contrat n'avait pu lui apprendre, que la plus grande richesse d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède quand tout lui sourit, elle se mesure à ce qu'il conserve quand tout s'écroule. Et parfois cette richesse vient vers vous avec 2 petites barrettes, un bonbon à la fraise et un cahier usé entre les mains. Auguste ferma les yeux, sentit le soleil sur son visage, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'eut besoin de rien d'autre. Il avait tout perdu, et 2 petites filles avec un cahier lui avaient rendu son destin.